à tous à toutes et à tous à cette conférence. Voilà, donc pour ma part, je me présente rapidement. Donc, je travaille chez Michelin. Je suis un expert en fait des interactions de performance entre les pneus et véhicules. Je m'intéresse un peu à tous les types de véhicules. Et ce soir, je suis très heureux de vous présenter l'état de l'art des manufacturiers dans la maîtrise et la réduction de la résistance au roulement, en maîtrisant par ailleurs l'ensemble des autres performances nécessaires pour la tenue de route, la sécurité du véhicule. Alors effectivement, on reprend la fameuse équation où effectivement le premier terme ici qui apparaît entouré en vert fait apparaître l'ensemble des résistances au roulement dont le pneu est le principal contributeur. Et pour analyser en fait la contribution du pneu à l'efficience énergétique du véhicule, on va pour une fois le regarder d'une manière un petit peu étrange, en tant qu'organe de transmission et non plus en tant que pneumatique qui guide le véhicule. En effet, vous avez à l'écran ici deux exemples de chaînes de traction. À gauche, une chaîne de traction thermique assez classique avec un moteur et une boîte de vitesse. À droite, une chaîne de traction hybride du type Power Split. Mais quelle que soit finalement la complexité de la chaîne de traction, à chaque fois, le pneu est bien effectivement le dernier élément, le dernier maillon de cette chaîne de traction, celui qui va transmettre au sol la puissance produite par le groupe motopropulseur. Il est donc intéressant de connaître ses propriétés en tant qu'organe de transmission. Alors, quelle est, pour commencer, quelle est la nature de la résistance au roulement? C'est quelque chose qui se manifeste dans des situations désagréables où vous avez, par exemple, besoin de pousser votre véhicule. Il n'avance pas tout seul, même sur une route horizontale. Ce qui s'oppose à son avancement, c'est effectivement directement l'expression de la résistance au roulement. Alors, qu'est-ce que cette résistance au roulement? C'est une force qui s'oppose à l'avancement. Cette force est à l'ordre 0 proportionnelle à la charge qui est portée par les pneus. Et cette charge, c'est le poids du véhicule, alors plus ou moins la portance ou la déportance aérodynamique, terme que l'on a volontairement négligé dans la première formule, parce que pour des véhicules courants, bon, elle est quand même, somme toute, assez négligeable par rapport au poids du véhicule. Et donc le coefficient de proportionnalité entre la force de traînée et la charge que porte le pneu, c'est ce fameux coefficient de résistance au roulement et qui traduit finalement l'efficacité énergétique du pneu. Pour améliorer l'efficacité énergétique du véhicule dans son ensemble, effectivement, baisser le coefficient de résistance, la valeur du coefficient de résistance au roulement va être bénéfique. Alors, un petit point de repère à ce niveau-là, parce qu'il y a souvent des confusions. Alors, je ne sais pas si elles sont de vocabulaire ou de compréhension, mais il est utile de préciser que le coefficient de résistance au roulement n'est pas un coefficient de friction. Effectivement, un coefficient de friction est couramment utilisé quand il y a, par exemple, deux solides qui frottent l'un sur l'autre et qui glissent pour se déplacer, pour avoir un déplacement relatif. Un pneu ne glisse pas, un pneu roule. Et effectivement, c'est pour ça qu'on parle de résistance au roulement. Et ce n'est pas non plus ce coefficient de résistance au roulement, un coefficient d'adhérence, puisque la force maximum que peut développer un pneu est de l'ordre de 15 à 20 fois plus élevé que son coefficient de résistance au roulement. Donc voilà pourquoi il ne faut pas confondre coefficient de résistance au roulement, qui traduit effectivement la traînée qu'un pneu oppose à son avancement quand il roule, et le coefficient d'adhérence limite, qui est beaucoup plus élevé. Alors pour relier finalement, pour connaître un petit peu les mécanismes à l'origine de cette résistance au roulement, on va partir un petit peu de la base. On va prendre une balle de gomme, une balle en caoutchouc que l'on va écraser sous un plateau. Donc pour l'écraser, il faut développer une force de compression. La balle effectivement se déforme et si on relâche assez rapidement le plateau qui l'a écrasé, eh bien on voit que la balle ne revient pas complètement instantanément à sa forme initiale. Il faut lui laisser le temps de heu, revenir à sa forme d'origine. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Eh ben, en fait, on peut traduire cette propriété par
une courbe qui relie la force d'écrasement et le déplacement, donc autrement dit l'écrasement de la balle. Et on voit en observant plus attentivement la courbe que si la balle était purement élastique, on suivrait simplement une droite à peu près linéaire, qui est ici la droite verte, qui est au milieu du diagramme. Mais en réalité, c'est pas ça qui se passe. La force augmente toujours plus vite que l'écrasement lorsqu'on augmente l'écrasement, et elle diminue plus vite que l'écrasement lorsqu'on la relâche. Et donc ce cycle, cette courbe qui traduit finalement un cycle d'écrasement et de relâchement, détermine une surface. Cette surface, c'est le produit d'une force par un déplacement, autrement dit, physiquement parlant, elle est homogène à une énergie, et c'est tout simplement l'énergie qui va être dissipée à chaque cycle par cet écrasement et ce relâchement de l'écrasement. Si maintenant on transpose ce phénomène-là, bon, assez simple à décrire, à un pneu, en fait, le pneu, c'est un objet déformable qui va lui-même subir un cycle de déformation, donc d'écrasement, à chaque tour de roue. Sachant que l'écrasement, donc la déformation du pneu, est à peu près égale, sensiblement égale à 20% de la hauteur du flanc de son pneu, donc c'est quand même une déformation relativement importante. Dans le pneu, il y a des matériaux viscoélastiques, donc à base de caoutchouc, qui vont dissiper de l'énergie à chaque cycle par hystérèse. Donc hystérèse, bah, c'est ce que je viens de vous décrire, le fait que la courbe de retour ne passe pas par la courbe aller lorsqu'on écrase le matériau. Et donc l'énergie perdue à chaque cycle est à l'origine de la résistance au roulement. Alors dit comme ça, c'est pas forcément complètement intuitif, donc ça nécessite une petite explication complémentaire. Et sur ce dessin, je vais illustrer finalement qu'est-ce qui se passe sous le pneu lorsqu'on l'écrase. Donc pour l'instant, je prends un pneu qui n'avance pas, qui est fixe, sur lequel on va appliquer une charge, donc le poids du véhicule. Et donc en appliquant cette charge, il va développer un champ de pression au sol qui est à peu près symétrique d'un bord à l'autre. Mais maintenant, une fois que ce pneu est écrasé, si je le fais rouler, eh bien l'hystérèse va se manifester. Alors l'hystérèse, qu'est-ce qu'on vient de dire? Elle a pour effet que l'effort augmente plus vite que l'écrasement dans la zone où je vais déformer le matériau. Donc je vais majorer légèrement la pression de contact au sol dans ce qu'on appelle la zone d'entrée de l'aire de contact, c'est-à-dire la zone où le pneu va s'écraser. Et inversement, à l'arrière de l'aire de contact, là où le matériau va relâcher sa déformation, eh bien, la force va diminuer plus vite que le relâchement. On va donc changer un petit peu la forme de ce diagramme de pression, de contact du pneu au sol. Et si on représente cette fois-ci la résultante des forces de pression, qui n'est ni plus ni moins que la réaction du sol à la charge portée par le pneu, eh bien, on voit que cette réaction va être légèrement déportée vers l'avant du pneu. Qu'est-ce que ça a comme effet? Bah, ça a pour effet que cette force va générer, du fait de sa position en avant de l'aire de contact, un couple qui s'oppose au roulement du pneu. Et donc, pour faire avancer le pneu, il va falloir développer, dans le cas d'une roue motrice, un couple moteur qui va s'opposer finalement à ce décalage, autrement dit à ce moment résistant. Et dans le cas d'une roue non motrice, eh ben, en fait, vu que la somme des moments est nulle à l'axe, si effectivement le roulement est sans frottement, eh ben, ça veut dire que la résultante développée par le sol sur le pneu va s'incliner en passant par le centre roue pour respecter l'équilibre des moments qui doit être nul, hein, si c'est une roue libre. Et par projection, on voit que cette résultante qui s'incline se projette au sol et se manifeste par cette force de résistance au roulement qui est l'objet de la conférence d'aujourd'hui. Alors, comme on l'a déjà dit, cette dissipation énergétique est à l'ordre 1 proportionnelle à la déformation donc du pneu, qui elle-même est sensiblement proportionnelle à la charge pour une pression donnée. Et donc, cette force de résistance au roulement est donc à l'ordre 1 proportionnelle à la charge portée par le pneu. On va dire que cette charge, c'est à peu près le poids du véhicule, donc toujours à la portance ou la déportance aérodynamique près.
Et c'est pourquoi donc on quantifie la performance énergétique du pneu par ce coefficient de résistance au roulement qui relie la traînée à la charge portée. Et donc Fr, donc la force de traînée est égale à ce coefficient de résistance au roulement multiplié par la charge portée par le pneu. Si on assimile cette charge portée au poids du véhicule, on voit bien effectivement une traînée proportionnelle à la masse du véhicule. Et donc ce CRR, ce coefficient de résistance au roulement, qui est un coefficient adimensionnel, alors qu'on a l'habitude d'exprimer en newton par kilonewton ou par facilité de langage en kilogrammes par tonne portée, mais donc c'est un coefficient sans unité, c'est devenu un critère de performance finalement pour quantifier, pour mesurer la performance énergétique des pneus. Donc une fois que ceci est compris, bah, c'est utile de donner quelques ordres de grandeur et à travers l'histoire, le développement des objets roulants, pour mesurer tous les progrès qui ont été accomplis. Donc le bandage plein est apparu vers 1830 et une roue équipée d'un bandage plein avait à l'époque une résistance au roulement assez importante de l'ordre de 30 kg par tonne. Puis le pneu est apparu dans les années, fin des années 1800, 1890. C'était un pneu diagonal qui était réalisé par enroulement de couches croisées de tissu. Et ce pneu avait une résistance au roulement de l'ordre de 20 kg par tonne. Le pneu radial, lui, a été introduit juste après la Seconde Guerre mondiale et a permis finalement un progrès assez considérable puisque la résistance au roulement a été réduite d'un bon tiers, on va dire, à 12 kg par tonne. En 1992, nous avons introduit donc chez Michelin le pneu radial vert, qui ensuite a été suivi par tous nos confrères. Et donc là, on a agi sur la propriété des matériaux, l'hystérèse des matériaux pour la réduire, ce qui a permis de ramener la résistance au roulement à peu près à 8 kg par tonne. Aujourd'hui, les progrès sont toujours en cours. Et aujourd'hui, un pneu été de véhicule léger qualifié de basse résistance au roulement peut atteindre des niveaux de l'ordre de 5,5 kg par tonne à la pression de 2,5 bars. Et sur les poids lourds, on peut même baisser cette résistance au roulement un peu au-delà, grâce notamment au fait que ces pneus poids lourds sont gonflés à plus haute pression de l'ordre de 8 bars. On arrive donc typiquement à des pneus, sur des pneus plutôt destinés à des véhicules qui vont faire de longs trajets autoroutiers, à des résistances au roulement de l'ordre de 4,5 kg par tonne. La limite que l'on peut atteindre, c'est celle que l'on a réalisée sur les pneus de type de véhicules de concours type éco-marathon, où là, on peut espérer atteindre, sur des pneus radiales gonflés à forte pression et hyper légers, donc aussi hyper fragiles, hein, une résistance au roulement de l'ordre de 2 kg par tonne. C'est intéressant à ce niveau de comparer donc ces valeurs-là à celles qu'on obtient sur donc un contact roue-rail de chemin de fer qui est de l'ordre de 1,5 à 2 kg par tonne. Euh, alors on pourrait dire, n'est-ce pas finalement la situation idéale? Oui, du point de vue énergétique, mais avec d'autres performances qui n'égalent pas celles du pneu, puisque en fait, si on revient maintenant à l'adhérence maximum que l'on peut développer, et ben, en fait, le coefficient de résistance au roulement du pneu qui est, bon, grosso modo, 2 fois plus et demi, 2,5 fois plus élevé qu'un objet roue-rail, il développe quand même une adhérence 10 fois supérieure. Et d'ailleurs, ces propriétés ont aussi été utilisées, bon, historiquement sur les fameuses Michelin qui ont roulé il y a bien longtemps, mais encore actuellement sur les métros et certains tramways équipés de pneus. Le bénéfice étant bon, un petit peu de confort et surtout une adhérence qu'un contact roue-rail ne peut pas égaler. Alors un autre ordre de grandeur qui est intéressant, parce qu'on s'intéresse à la résistance au roulement, mais au final, c'est la puissance dissipée qui est intéressante, puisque c'est celle-là que l'on paye par la consommation énergétique. Alors je vous ai pris typiquement l'exemple de 4 véhicules qui roulent sur des pneus. Le premier, c'est une moto dont la masse avec son pilote fait à peu près 250 kg. Un pneu de moto n'a pas des performances extraordinaires en résistance au roulement parce que il doit avoir un profil courbe. Donc cette double courbure du pneu de moto qui est nécessaire pour que la moto s'incline dans les virages n'est pas favorable
à l'écrasement du pneu sur la route et génère des glissements de motricité. Donc, ce qui explique que son coefficient de résistance au roulement n'est pas terrible. Pour autant, la moto étant relativement légère, à 130 km/h, la résistance au roulement représente en fait une dissipation, appelle une puissance finalement de l'ordre de 1,3 kW. Ramené à la puissance disponible sur une moto, c'est assez négligeable. Parlons maintenant d'un véhicule léger, donc d'une masse de 1,6 tonnes. On va prendre un pneu bon, moyen mais classique avec une résistance au roulement aux alentours de 7 kg par tonne. Et quand ce véhicule léger roule à 130 km/h sur autoroute, les pneus dissipent une puissance de 4 kW. Alors 4 kW, c'est à peu près ce que vous consommez chez vous en hiver. C'est l'ordre de grandeur de la puissance que vous appelez au compteur lorsque vous avez besoin de vous chauffer l'hiver. On passe maintenant à un véhicule un petit peu plus gros, un poids lourd de 44 tonnes. Ces pneus ont beau avoir une résistance au roulement plus faible et sa vitesse commerciale également est limitée à 80 km/h sur route. Et ben dans ces conditions, les pneus représentent une dissipation énergétique de l'ordre de 48 kW, donc qui commence à être beaucoup plus élevée. Et pour vous donner une idée du point à l'infini, donc j'ai pris ici compléter le tableau par un exemple qui est le plus gros véhicule qui roule sur pneus, qui est un engin minier dont la masse totale en charge est de l'ordre de 640 tonnes. Il a des pneus qui ont une résistance au roulement de l'ordre de 7 kg par tonne, mais dans certains cas, vu la taille de l'engin, comme il roule sur de la terre battue, la résistance du sol va pratiquement doubler cette résistance à l'avancement. Donc on parle dans ce cas-là de résistance à l'avancement et pas seulement de résistance au roulement du pneu. Donc sur un sol dur, un engin donc de 640 tonnes qui roule à 45 km/h a besoin de 550 kW, ça c'est la puissance dissipée par les pneus, mais on peut pratiquement la doubler, donc de l'ordre de 1100 kW, 1200 kW, en rajoutant finalement la part de la déformation du sol sous les pneus. Donc ça c'est pour donner un petit peu un point à l'infini et quelques ordres de grandeur. Donc vous voyez que là, l'échelle de dissipation thermique, de dissipation par résistance au roulement, selon le véhicule que l'on considère, peut être extrêmement large. Alors je reviens un petit peu sur bon, qu'est-ce qu'a apporté le pneu radial en résistance au roulement. C'est déjà de l'histoire ancienne qui date de 1950. La grosse différence, finalement, c'est qu'un pneu bias ou diagonal était constitué de couches de câbles croisés, en particulier dans le flanc, qui est la partie qui se déforme à l'écrasement. Et donc cet écrasement donc, subissait ces nappes de câbles croisés, bah, en fait, créait enfin, des variations d'angle, un petit peu comme j'illustre ici avec les mains, des variations d'angle qui cisaillaient la gomme à chaque cycle et qui, bah, effectivement, n'étaient pas favorables à la résistance au roulement. L'avantage du pneu radial, c'est qu'on a introduit une carcasse radiale où il n'y a plus qu'un seul fil orienté dans la direction radiale qui, lui, se déplace, enfin, s'écrase librement sans autre dissipation énergétique. Et ce qui reste comme dissipation énergétique, c'est essentiellement ce qu'il va rester dans la bande de roulement. Et on va voir pourquoi ben, la bande de roulement dissipe autant. Alors le moment est venu de parler aussi on a parlé de quantification de ce coefficient de résistance au roulement. Comment on le mesure? Ben, on le mesure sur une machine qui est une rouleuse spécialement dédiée à cette mesure-là. En principe, il y a 4 méthodes de mesure. La mesure la plus simple intellectuellement que l'on peut imaginer, c'est une mesure directe, où on va mesurer directement la force de traînée au niveau du moyeu qui porte la roue. C'est une mesure très délicate à faire, puisque, comme je vous ai dit, les pneus les plus performants ont une résistance au roulement actuellement de l'ordre de 5 kg par tonne, c'est-à-dire 5 pour 1000 de la charge portée. Et si on veut la mesurer à 1% près, bah, ça nécessite une précision diabolique du dynamomètre qu'il est très difficile d'atteindre. Donc c'est pour ça qu'en général, on privilégie des mesures indirectes, soit par le couple d'entraînement du volant, soit par la puissance d'entraînement du volant, la puissance qu'il est nécessaire de développer pour entretenir le mouvement de la machine, soit éventuellement on coupe la puissance et on mesure la vitesse de décélération en roue libre de l'ensemble. Voilà. Les conditions de mesure ben, se font à couple nul appliqué sur le pneu, donc le pneu est en roue libre.
à dérive et carrossage nul, avec un pneu qui est rodé, parce qu'un pneu qui n'a pas tourné, ben, il est un petit peu plus résistant. Donc en général, un pneu représentatif a fait une bonne demi-heure de roulage, on va dire, sur un volant qui est lisse ou texturé. Alors, sachant qu'entre un volant complètement lisse et un volant micro-rugueux, il n'y a pas beaucoup de différence. En fait, la différence, on va le voir plus tard, vient plutôt de la macro-rugosité de la route, qu'il est difficile de reproduire sur un volant. Voilà. On met le pneu, bien sûr, en régime thermique. euh, donc, il y a à peu près une demi-heure de roulage avant de faire la mesure. Et ceci dans un local qui est régulé à 25 degrés. Les pneus de véhicules légers sont mesurés à 80% de leur charge nominale, qui est classiquement le point de fonctionnement du pneu le plus chargé sur un véhicule, avec une pression qui est évolutive, c'est-à-dire qu'on fixe cette pression à 2,5 bars, alors à froid ça veut dire à 25 degrés, avant de faire rouler le pneu, et on laisse cette pression augmenter par l'échauffement du pneu, comme c'est le cas finalement dans un véhicule réel, et la mesure est généralement faite à 80 km/h, mais bien sûr, on peut euh, faire des mesures à différentes vitesses. Et un certain nombre de corrections sont appliquées à cette mesure sur machine, notamment celle de la contre-courbure du volant, puisque un sol, lui, est plan, il ne génère pas de contre-courbure comme c'est le cas d'un volant. On corrige également le brassage aérodynamique, qui est un phénomène qui n'est pas lié à la résistance au roulement, donc celui-là, on le retire de la mesure. Et puis, bien sûr, on déduit les frottements machines lorsque, par exemple, dans une mesure qui sont influents sur une mesure par décélération, typiquement. Donc, voilà un petit peu quelle est la méthode. Alors, quels sont maintenant les facteurs influents sur ce coefficient de résistance au roulement? Bon, le premier facteur influent, c'est la pression de gonflage. C'est pour ça que, outre les problèmes de sécurité que ça peut générer, on recommande de surveiller quand même la pression des pneus, parce qu'un pneu sous-gonflé de 300 grammes augmente à peu près de 6% ce coefficient de résistance au roulement. La température est également influente, parce que les gommes sont conçues pour fonctionner autour d'une température idéale, et donc il existe un transitoire thermique. C'est pour ça qu'on fait toujours rouler le pneu une trentaine de minutes, c'est normatif, hein, avant de faire cette mesure de résistance au roulement. Et on constate effectivement, si on mesure cette résistance au roulement en continu, qu'elle baisse progressivement avant de se stabiliser. La remarque que l'on peut faire, c'est que la plupart des trajets durent moins de 20 à 30 minutes, et à ce moment-là, on n'est pas sur la résistance au roulement stabilisée du pneu, on est finalement sur le transitoire décroissant, avec une résistance au roulement qui va être majorée. Donc un pneu froid, effectivement, alors plus un pneu été qu'un pneu hiver d'ailleurs, puisqu'un pneu hiver est conçu pour fonctionner à froid, mais un pneu été à froid, effectivement, développe une résistance au roulement qui est majorée. La rugosité du sol, alors c'est surtout la macro-rugosité du sol plus que la micro-rugosité qui intervient ici. Donc la macro-rugosité, c'est l'espace qui est entre les graviers, qui est nécessaire pour drainer l'eau en cas de pluie, qui est à l'origine aussi du bruit de roulement en grande partie, hein. Donc elle est responsable d'à peu près une majoration d'1 kg par tonne de la résistance, du coefficient de résistance au roulement par rapport à celle qu'on pourrait mesurer sur un volant lisse. Alors l'usure du pneu est bénéfique. Je vous ai dit que ce qui est à l'origine de la résistance au roulement, c'est l'hystérèse. Donc plus il y a de gomme qui s'écrase et qui travaille, plus la résistance au roulement est élevée. Et par conséquent, en corollaire, plus le pneu s'use, moins il y a de gomme qui travaille, et plus la résistance au roulement diminue. Et c'est pas rien, puisque la résistance au roulement d'un pneu usé, donc en limite de témoin d'usure, est inférieure d'environ 20% à celle du pneu neuf. C'est pour ça aussi que dans les analyses d'analyse cycle de vie, on en parlera à la fin, on prend en général un pneu à mi-usure sur sa durée de vie totale pour quantifier son impact environnemental. Voilà, et puis évidemment, il y a d'autres facteurs qui ne sont pas mesurés, qui peuvent intervenir sur la résistance au roulement. Bon, c'est le cas notamment de l'accélération longitudinale ou freineuse. Donc, le pneu étant un organe de transmission, si on le sollicite en couple moteur ou freineur,
ben, il va développer, être à l'origine d'autres sources de dissipation. Et puis, il y a également la traînée de dérive qui peut apparaître lorsqu'on prend un virage. Ben, effectivement, le pneu travaille davantage, hein, sous accélération latérale, et sa résistance au roulement augmente. Pour vous donner un ordre de grandeur, alors sur les véhicules de compétition, on va parler par exemple de la fameuse Formula I, hein, la formule électrique. Et ben, en fait, sur une course de Formula I, la traînée de dérive du pneu est en moyenne plus importante que sa résistance au roulement. Mais l'usage est effectivement très particulier. Il s'agit d'un véhicule de compétition sollicité au maximum des possibilités. Euh, Si on considère maintenant le cycle WLTP, bah, tous les cycles, tous les tests de roulage sur rouleuse sont faits en ligne droite. Et dans ce cas-là, effectivement, la traînée de dérive n'intervient pas. Alors on arrive finalement un petit peu au sujet, au vif, au moment le plus crucial de la conférence, c'est, comment les manufacturiers, arrivent à réduire la résistance au roulement, donc pour améliorer l'efficacité énergétique des véhicules, ceci sans compromis. Et ben, en fait, la première source de dissipation, c'est la bande de roulement. La bande de roulement est responsable à peu près à hauteur de 60 à 70 de la, résistance au roulement du pneu, et c'est, je dirais, presque un mal nécessaire parce que le caractère viscoélastique, donc dissipatif, de la gomme qui constitue du matériau qui constitue la bande de roulement, est nécessaire pour préserver, l'adhérence sur le mouillé, qui est assurée en fait par une micro-indentation de la gomme dans les rugosités de la route. Et si on n'a pas de dissipation, si on n'a pas d'hystérèse, ben, on n'a pas non plus d'adhérence mouillée. C'est donc nécessaire, et donc la première voie finalement pour réduire la résistance au roulement, c'est de réduire la quantité de matériaux hystérétiques qui travaillent. Alors en pratique, réduire l'épaisseur de la bande de roulement. Alors ça, si on le fait sans contrepartie, on va réduire la durée de vie du pneu, bah, tout simplement il y aura moins de gomme à user, donc il va durer moins longtemps, sauf si on fait appel à des gommes qui ont une meilleure résistance à l'abrasion. Donc c'est en partie ce qu'on fait, on réduit un petit peu l'épaisseur sans contrepartie sur la durée de vie en formulant des gommes qui sont plus résistantes à l'abrasion, donc en plus on émet moins de particules à chaque kilomètre parcouru. Une autre possibilité, c'est de réduire, donc d'avoir une formulation multicouche dans l'épaisseur de la bande de roulement pour ne mettre du matériau hystérétique que dans la partie qui va toucher le sol jusqu'à la limite de l'usure du pneu, c'est-à-dire typiquement jusqu'au témoin d'usure. En dessous du témoin d'usure, il reste de la gomme, ne serait-ce que pour évacuer l'eau, pour assurer la liaison de la gomme ensuite avec la structure interne du pneu. Mais cette gomme-là n'a pas besoin d'être autant hystérétique, puisque théoriquement, elle ne touchera jamais le sol, donc elle ne participe pas à l'adhérence. Alors, il y a une deuxième voie qui consiste à réduire la déformation. Alors, la déformation, ça peut se faire en augmentant la pression, hein, donc on va réduire l'écrasement du pneu, mais il va y avoir un compromis en usure, en confort, en guidage. Mais ceci dit, majorer la pression, effectivement, contribue à réduire la résistance au roulement. Mais on peut également, par conception, faire le choix d'un pneu qui est plus grand en diamètre, par exemple, plus grand et plus étroit. Parce qu'effectivement, si on part d'une courbure plus grande, autrement d'une courbure plus faible, par exemple, donc d'un diamètre plus grand du pneu, il va moins se déformer lorsqu'il va prendre un profil plat pour épouser le sol. Donc ça mène en fait à une certaine voie de conception qui est la voie des pneus tall and narrow, grands et étroits, qui permet de réduire la résistance au roulement par un choix dimensionnel du pneu. Mais effectivement, plus étroit, aire de contact plus longue, ça veut dire d'autres compromis en guidage. Le pneu a un petit peu moins de rigidité de dérive qu'il va falloir compenser autrement. Et puis la troisième voie qui est ben, liée finalement à l'introduction des matériaux divers, hein, des gommes vertes, hein, dans le pneu à partir milieu des années 90, elle consiste à réduire l'hystérèse des matériaux qui constituent la bande de roulement sans altérer l'adhérence. Alors comment c'est possible? En remplaçant une partie des charges qui sont à base de noir de carbone traditionnellement par de la silice.
Et donc, il est possible de changer un petit peu la courbe d'hystérèse du matériau et notamment de focaliser l'hystérèse dans un domaine bien précis de sollicitation en fréquence. Et on va le faire dans le domaine de fréquence qui est celui de l'indentation de la gomme sur les rugosités de la route, qui est de l'ordre du mégahertz, alors que la fréquence de l'écrasement du pneu à chaque tour de roue ne dépasse pas le kilohertz. Donc on a un décalage en fréquence qui va nous permettre, par la formulation de la gomme, à essayer de développer le maximum d'hystérèse plutôt autour du mégahertz, donc pour préserver l'adhérence, et d'avoir inversement la dissipation la plus faible possible autour du kilohertz, qui est plutôt la fréquence de sollicitation du pneu en roulage. Alors ça paraît bien mystérieux, comment on fait ça? Heu, En fait, il faut savoir que la gomme a 2 états, fondamentalement 2 états. Un état, plutôt très élastique et faiblement rigide qu'on va retrouver à haute température, que l'on va retrouver sur des grandes déformations et que l'on va retrouver, plutôt à faible fréquence. Et on a un état plutôt rigide que l'on va retrouver à faible température, à faible déformation ou à fréquence élevée, les 3 facteurs étant liés. Et entre ces 2 états, donc il y a un changement d'état de la gomme d'un état rigide vers un état plutôt, souple, élastique. Dans la transition entre ces 2 états, c'est le domaine dans lequel la gomme présente le plus d'hystérèse, donc le plus, d'adhérence, hein, quelque part qu'on va essayer d'exploiter. Alors ceci dit, ça veut dire aussi que ces mélanges sont davantage sensibles, ces mélanges, ces gommes que l'on utilise, à la silice, sont davantage sensibles à la température et il est nécessaire de les adapter, au domaine de fonctionnement du pneu. Et donc c'est pour ça qu'on a développé des gommes différentes selon qu'il s'agit d'un pneu été avec des gommes qui fonctionnent très bien au-delà de 7 degrés de température, ambiante, hein. Des pneus hiver avec des gommes qui fonctionnent très bien entre, -15 et +15 degrés et qui ne sont pas donc les pneus, hiver et donc les gommes que l'on met dans les pneus hiver, que l'on connaît chez nous, ne sont pas les gommes que l'on utilise dans les pneus nordiques qui, elles, descendent beaucoup plus bas en température, mais ne seraient pas adaptées, à nos clients à nos climats. Donc il est nécessaire, donc comme je l'ai dit, d'adapter les gommes au domaine de fonctionnement. Évidemment, dans les cas extrêmes, on peut citer aussi les gommes compétition il est nécessaire de préchauffer par des couvertures, pour qu'elles développent leur plein potentiel d'adhérence, mais cette fois-ci à beaucoup plus haute température et qui sont pas absolument, ils sont absolument pas utilisables sur route, en usage normal. Alors il y a d'autres, on a parlé finalement de la résistance au roulement, qui est mesurée sous couple nul, mais que se passe-t-il lorsqu'on applique un couple moteur ou freineur au pneu? Vous avez ici un schéma qui représente en fait, effectivement l'évolution de la dissipation énergétique du pneu lorsqu'on applique un couple moteur vers la droite ici du diagramme ou freineur vers la gauche du diagramme. Et vous voyez qu'effectivement la dissipation énergétique est minimale autour du point que j'ai repéré 1, c'est-à-dire sous très léger couple moteur. Sous très léger couple moteur, c'est en fait le point qui fait que le pneu n'a plus du tout de, cisaillement de gomme en sortie d'air de contact. Voilà, ça peut se montrer un peu par la mécanique du pneu, un peu difficile à expliquer aujourd'hui rapidement, mais effectivement, le pneu, sous très léger couple moteur, développe, une résistance au roulement minimum. Et si j'augmente le couple moteur progressivement, bah, je vais augmenter, la proportion de l'adhérence, donc je vais augmenter progressivement le potentiel d'adhérence nécessaire pour que le pneu transmette au sol, cette force motrice et donc des glissements vont apparaître, des glissements qui sont à l'origine, bah, d'une autre forme de dissipation et donc on pourrait corriger la fameuse équation énergétique préalablement citée par un petit coefficient, 1 plus, glissement pourcent, qui apparaît finalement à fort niveau de sollicitation jusqu'à plafonner, au niveau où le pneu fait, entre guillemets «un burn», c'est-à-dire qu'il dépasse, ses capacités d'adhérence, où là, bah, effectivement, si vous démarrez, au feu vert en faisant patiner le pneu sur place, vous avez une, dissipation intense et surtout vous produisez aucun travail moteur tant que le véhicule n'a pas commencé à avancer.
Voilà, vous avez dans ce cas-là, un glissement théoriquement infini, ce qui fait que la dissipation énergétique du pneu devient infinie par rapport au travail, qu'il développe, lorsque vous faites patiner le pneu sur place. Alors heureusement, dans en usage courant, ce glissement est très, très faible, notamment sur les véhicules routiers et on peut complètement le négliger. Ce n'est pas du tout le cas des pneus agricoles, qui fonctionnent dans des sols meubles et donc là, ce terme de glissement, doit intervenir, bien sûr, doit être introduit dans la formule de l'équation énergétique. Alors la question suivante, on a parlé effectivement maintenant un petit peu de toutes les propriétés du pneu. Vous avez vu qu'on est passé du véhicule à la molécule. Maintenant, bah, l'étape suivante, c'est comment, quantifier la consommation énergétique dont il est responsable. Alors quand on a un véhicule thermique, on utilise une propriété remarquable finalement des moteurs thermiques qui est le fait que l'évolution de la consommation en fonction de la puissance qu'ils développent, se fait selon une, pente, sensiblement selon une droite, tant qu'on ne vient pas, solliciter les points extrêmes de fonctionnement du moteur et si on caractérise le moteur à tous les régimes, bah, on voit que les droites de caractérisation à chaque régime qui relie finalement l'augmentation de la consommation en fonction de l'augmentation de la puissance développée et ben, toutes ces droites ont sensiblement la même pente. C'est ce qu'on appelle les droites de Villance et donc ce coefficient de proportionnalité donc qui traduit finalement la pente. Alors c'est pas la consommation absolue, c'est l'évolution de la consommation en fonction de la variation de puissance est très pratique finalement pour quantifier directement, heu, variation de consommation. Donc finalement la variation de puissance appelée par le pneu par exemple, imaginons qu'on a abaissé le coefficient de résistance au roulement, donc on quantifie l'abaissement, donc la variation de ce ce coefficient de résistance au roulement grâce à un pneu, plus économique, hein. On peut quantifier directement assez facilement la variation de puissance appelée au moteur par cette équation-là. Donc c'est 1 sur le rendement de transmission, puisque le rendement de transmission finalement majeur la puissance ramenée au moteur, fois la variation de résistance au roulement, fois la charge portée en première approximation, mg cosinus alpha, et puis comme c'est une puissance, il faut la multiplier par la vitesse. Alors cette formule-là est plutôt valable quand on a des boîtes mécaniques, effectivement, sur lesquels une variation de résistance au roulement ne va pas modifier le régime moteur. Ça serait pas tout à fait le cas d'une boîte à transmission CVT ou d'une transmission type hybride série, puisque là, on aurait en plus une variation de régime moteur. Mais le gain de consommation que l'on peut quantifier, qui est dans cette fois-là, bon, bah, directement proportionnel au coefficient A, qui est la pente des droites de Villance, il n'est applicable que sur la distance parcourue sous couple moteur, puisqu'évidemment, quand on a un véhicule thermique en absence de récupération, bah, malheureusement, on ne remplit pas le réservoir quand on freine, et donc il ne faut, prendre en compte, que la distance parcourue sous couple moteur pour mesurer finalement le gain de consommation généré par le pneu. C'est tout l'avantage des véhicules hybrides ou électriques, qui ont une capacité de récupération et dans ce cas-là, ça permet de valoriser le pneu, y compris sur les distances parcourues en décélération ou typiquement en descente, par exemple dans le cas d'une route montagneuse. On augmente donc sur ce type de véhicule doté d'une capacité de récupération, on majore finalement le gain énergétique que peut procurer le pneu. Donc c'est ce que j'ai expliqué à ce niveau-là. Est-ce que je coupe mon téléphone? Voilà. Donc effectivement, dans la formule, il faudrait également, pour valoriser le pneu, faire intervenir ce qu'on appelle, pour nous, le D mode sur D ou le D %, c'est-à-dire la proportion de distance réellement parcourue sous couple moteur, puisque sur un véhicule classique, sans récupération, la distance parcourue sous couple freineur ne permet pas de valoriser le pneu. Voilà. Et donc en intégrant dans le temps, puisque là on a parlé d'une puissance instantanée, d'une consommation instantanée, bah, il suffit d'intégrer dans le temps sur un trajet donné, pour obtenir finalement le gain de conso que peut générer un pneu, qui peut être converti en grammes de CO2 par kilomètre parcouru. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, sur un véhicule, donc je reprends ma référence du tableau de tout à l'heure, un véhicule, bon, somme toute, relativement léger et qu'on pourrait qualifier de léger aujourd'hui, d'une tonne 6. Donc sur un tel véhicule,
1 kg par tonne de gain en coefficient de résistance au roulement génère un gain en émissions de CO2 compris entre 2,2 et 2,8 grammes de CO2 sur le cycle de WLTP en fonction du type de moteur, de l'optimisation de la chaîne de traction notamment. Et donc, pour terminer donc, ce cycle de conférence, cette conférence avant de passer aux questions, on a parlé de consommation, mais il est utile aussi de s'intéresser finalement à la contribution du pneu au cycle de vie du véhicule. Et en fait, on a évidemment analysé un petit peu l'impact du pneu, puisque le pneu utilise des matériaux qui sont en partie fossiles. Pour fabriquer un pneu, on consomme de l'énergie. Et puis en fin de vie, il faut collecter et recycler le pneu. Donc tout ça nécessite un petit peu d'énergie. Mais au final, finalement, c'est la partie utilisation du pneu qui contribue le plus finalement à ces émissions directes, aux émissions CO2 dont il est responsable, puisque en fait la partie usage lorsqu'on a un véhicule thermique est responsable à peu près de 88% des émissions de CO2. Donc ce qui explique également pourquoi on travaille tant sur le coefficient de résistance au roulement. Euh, et en fait, si on fait un gain de résistance au roulement, on va réduire de plus de 8% la contribution environnementale du pneu, alors que une baisse équivalente a une contribution beaucoup plus faible si on agit sur le process de fabrication ou sur l'énergie qu'il a fallu mettre en œuvre dans les matériaux constituants. Voilà. Donc la résistance au roulement reste le principal contributeur de l'impact environnemental du pneu. Et donc, c'est pour cela qu'il est très important de continuer à travailler sur la résistance au roulement. C'était mon slide final. Donc, je pense qu'il est temps maintenant de passer aux questions. Oui, merci Antoine. Je dois vous présenter toutes mes excuses. On est sur le congrès César actuellement, et donc petit problème de connexion au départ, ce qui m'a empêché de faire l'intro, mais ce qui a gardé quand même le meilleur et le fondamental de la conférence, qui est l'intervention d'Antoine que j'ai pu suivre dans la totalité. Donc un grand merci, et encore mes excuses d'avoir loupé le démarrage. Eh bien, Antoine, beaucoup de questions en fait qui sont liées avec des éléments assez techniques, ce qui correspond à cette présentation. Il y en a, on va commencer puisqu'on arrive sur la fin, c'est-à-dire toutes les contraintes réglementaires qui sont relativement nouvelles sur l'ensemble, puisqu'on parle du cycle de vie, qui est une notion qui est arrivée relativement de manière récente. Mais par contre, quelque chose qui est assez nouveau également, ce sont les contraintes qui sont amenées par les réglementations de type Euro 7 sur les émissions de particules. Sur les particules d'usure, tout à fait. Et oui, et là, on a quand même un sujet, parce que là, c'est toujours ce paradoxe du pneu, hein, c'est-à-dire que plus il se déforme, plus il consomme d'énergie, mais somme toute, s'il ne se déforme pas, il n'adhère pas à la route, on a loupé quelque chose sur la finalité de l'objet. Donc, on a bien vu qu'il faut de l'adhérence, une chimie de pneus, de l'usure, et qui dit de l'usure, dit des particules. Donc, il faut qu'on use moins, pour pas émettre de particules, et néanmoins qu'on garde l'adhérence. Alors, comment les chimistes et les physiciens de chez Michelin réussissent à gérer le paradoxe? Alors effectivement, ce problème des particules, ça fait un moment qu'on s'en occupe. On est en train d'ailleurs de développer une méthode de collecte et d'analyse des particules qui est regardée de très très près et qui pourrait faire référence dans la future norme pour quantifier et qualifier finalement aussi bien en quantité qu'en qualité ces émissions de particules. Alors, la grande majorité des particules émises, alors c'est pas tout à fait l'objet de la conférence d'aujourd'hui, mais effectivement, la grande majorité des particules émises sont des particules de grosse taille qui n'ont aucune chance d'être absorbées directement par l'organisme, comme c'est le cas finalement des microparticules, typiquement les suies émises par la combustion dans les moteurs.
Donc ça, c'est un effet rassurant. C'est pas parce que effectivement la plupart des particules d'usure, qui sont en fait des agrégats entre des arrachements de gomme et de l'usure de revêtement routier, finalement, c'est un mélange Mhm. entre les deux. Sur ces grosses particules, ce qu'on vérifie, alors c'est bien sûr des particules larguées dans la nature qui finissent inévitablement dans les milieux aquatiques par l'évacuation, par le drainage des routes, hein. Euh, Là où on fait très attention, c'est que dans le temps, ces particules qui se retrouvent effectivement en quantité importante dans les milieux marins, elles ne vont pas dégager ensuite par décomposition. Alors, telles quelles, elles ne présentent pas de danger particulier, mais on va plus loin en disant, est-ce que dans la durée, puisqu'elles vont être évacuées et rester longtemps dans la nature, est-ce qu'elles ne vont pas se décomposer en sous-produits qui pourraient être dangereux, finalement? Et donc, on y fait particulièrement attention, notamment dans certains types d'antioxydants qui sont utilisés dans les gommes, et dont on est en train de changer les formulations, hein, effectivement, pour être particulièrement, on est vigilant vis-à-vis de ça. La deuxième part des particules, qui sont en très petite quantité, mais il reste une infime quantité de particules en dessous des seuils des 2,5 microns qui peuvent potentiellement être inhalées. Et effectivement, il est important déjà de les quantifier et d'étudier plus précisément leurs effets sur la santé. Donc, c'est en cours, sachant que là, notre principale action, c'est essentiellement de développer des gommes qui ont une résistance à l'abrasion plus importante, de manière à émettre moins de particules, donc moins de gomme, d'user moins de gomme à chaque kilomètre parcouru, ce qui a un double effet, bon, réduire bien sûr les émissions de particules, mais également, comme je l'ai dit, réduire les épaisseurs de bande de roulement, Mhm. donc réduire la quantité de matériaux qui travaillent avec un double bénéfice, y compris sur la résistance au roulement. Alors la chimie qu'il y a derrière, elle est assez complexe, hein. C'est lié en fait au type de charge. En fait, un élastomère, c'est des chaînes carbonées plus ou moins longues qui sont liées entre elles par des charges et des ponts chimiques qui se produisent pendant la vulcanisation. Et donc la clé, en fait, c'est de bien maîtriser la taille des charges, donc des agrégats qui ont certaines propriétés, et surtout la localisation où ces agrégats vont lier les chaînes de polymères entre elles. Et pour ça, on utilise des polymères fonctionnels. On introduit par chimie, en fait, des petites molécules, voilà, dans les bouts de chaîne ou à certains endroits de la chaîne qui vont favoriser ou ne pas favoriser la connexion de ces chaînes avec les charges renforçantes, de manière à leur donner des propriétés particulières, tant en résistance à l'abrasion qu'en hystérèse ou en élasticité. Voilà, donc on est vraiment là, à ce niveau-là, à l'échelle de la molécule et à l'échelle des procédés de mélangeage, donc d'intégration, d'incorporation finalement de ces charges dans les élastomères. Donc il y a à la fois une partie chimie, formulation des élastomères, mais taille et formulation également des charges renforçantes, donc des agrégats, mais également une maîtrise de la façon dont on va mélanger tout ça pour introduire et disperser ces charges à l'intérieur des élastomères. Donc voilà un petit peu la nature des métiers. Alors moi-même, je ne suis pas chimiste, donc je ne peux pas aller beaucoup plus loin dans cette description, mais c'est pour vous décrire un petit peu la nature des travaux qui sont connus depuis très longtemps et qui continuent finalement pour améliorer tant l'abrasion que la résistance au roulement. Donc, ce qui veut dire que chez Michelin, on travaille véritablement à ce niveau moléculaire entre charge et Voilà, macromolécules absolument. On travaille d'élastomère. à l'échelle de la molécule. On a un site à Bassins où on fabrique nos propres élastomères de synthèse. Bon, il y en a une partie qu'on achète, mais également une partie que l'on formule nous-mêmes. Et il y a tout un travail dans le procédé, aussi bien de synthèse des matériaux que de mélangeage pour incorporer des charges de nature voilà, évolutive, pour faire progresser toujours continuellement la propriété de ces matériaux avec un focus particulier maintenant sur la résistance à l'abrasion. OK.
Donc ça, c'est l'ultime Fort Knox de Michelin, c'est là où on travaillait chimie. C'est le grand Alors, secret dans on essaie de l'univers tout du système. maîtriser, de maîtriser toute la chaîne de conception, effectivement. Et bon, je rajouterais, la question n'a pas été posée, mais quand on parle d'ACV, c'est utile de le préciser, y compris au niveau du recyclage. Qu'est-ce qu'on fait de nos Mmh, pneus en fin de vie? Bon, la gomme, elle est usée, elle est perdue, mais il reste quand même un gros objet qui est le pneu usé, mmh, qui est plein d'un matériau qu'on aimerait bien valoriser. Bah oui, on s'intéresse de plus en plus à la valorisation du pneu. Alors, on ne peut pas utiliser les polymères une fois vulcanisés tels quels. Donc, en fait, on essaie de les décomposer en monomères, en huile et en charge mmh. élémentaire par pyrolyse. Et une fois qu'on a des monomères, eh bien, on peut à nouveau les polymériser pour reconstituer n'importe quelle formulation de gomme. Voilà. Alors, pourquoi c'est difficile? C'est parce que dans un pneu tourisme, il y a une quinzaine de formulations de gomme différentes, et à peu près 2 fois plus dans un pneu poids lourd. Et donc une fois que tout ça est mélangé, c'est difficile à séparer. Donc c'est pour ça que bon, une des voies qui est privilégiée, c'est effectivement une décomposition par pyrolyse, enfin, jusqu'à obtenir un monomère. Et une fois qu'on a obtenu un monomère, on peut recomposer ces monomères pour obtenir les bonnes formulations et donc une gomme neuve, réutilisable dans un pneu neuf. Alors, puisqu'on parle de formulation de gomme, une question un petit peu de novice. On a parlé en effet de l'hystérèse sur la partie active du pneu, donc toute la partie sculptée, et qu'en fait la partie inférieure, elle n'est pas sollicitée de la même manière. Absolument, oui. La gomme, est-ce que dans un pneu, la gomme est homogène, c'est-à-dire que la gomme qu'on a sur les flancs, sur la bande de roulement, en dessous de la bande de roulement, tout ça c'est la même gomme? Alors absolument pas, c'est pour ça que je disais, il y a une quinzaine de formulations de gomme différentes dans un pneu. Donc on va avoir dans la bande de roulement une gomme qui a des propriétés d'adhérence dans toutes les conditions, donc sec, Mhm. mouillé, euh, avec cette fameuse hystérèse qui est nécessaire, et en mettant l'hystérèse là où c'est juste nécessaire au niveau sollicitation en fréquence et en déplacement, hein. Mais il n'y a pas besoin d'hystérèse partout dans le pneu, fort heureusement. Mhm. Donc c'est pour ça que sous la bande de roulement, on met de plus en plus une sous-couche qui va relier finalement la bande de roulement au reste du pneu, avec une gomme finalement de liaison qui est très faiblement hystérétique, ce qui contribue à réduire la dissipation énergétique du pneu. Et puis en dessous, ben, on a des gommes qui vont relier les nappes de travail entre elles. Donc un pneu est un composite avant tout. Ce qui travaille, c'est plus finalement les renforts qu'on met dans le pneu que la gomme. Encore faut-il que les renforts soient maintenus en place par la gomme. Et c'est la gomme qui va transférer finalement les forces par cisaillement d'un câble à l'autre. Et donc on a tout un tas de gommes qui sont formulées spécialement pour réduire à de très forts niveaux de sollicitation, puisque ce sont ces gommes-là, et d'adhérer au câble, hein, chimiquement, Mhm. puisque ce sont ces gommes-là qui vont faire que la structure composite va travailler. Et puis, on a effectivement des flancs qui doivent résister, là, cette fois-ci plutôt aux agressions ultraviolets, bon, au pipi de chien, ça paraît anecdotique, mais c'est une réalité, au rapage trottoir, aux diverses sollicitations, c'est des zones qui sont extrêmement agressées. Sous le pneu, vous avez une gomme très dure qui est en contact avec la jante, effectivement, et qui ne doit Mhm. pas s'écraser sur toute la vie du pneu pour maintenir finalement le contact et l'adhérence pneu-jante. Et puis, vous avez dans différentes zones du pneu des gommes plus ou moins épaisses, plus ou moins rigides, effectivement, pour gérer le comportement, la tenue de route du pneu. Donc, sur un même pneu, si j'ai bien compris ce que tu dis, Antoine, sur un même pneu, on peut avoir jusqu'à 15 nuances de gomme Oui, différentes c'est sur ça. le, Dans un le pneu même objet. tourisme, on a une quinzaine de gommes, de nuances de gomme différentes, et c'est même un petit peu plus élevé sur un pneu poids lourd. Compte tenu de la complexité, on essaie de vraiment adapter les gommes à chaque zone dans lesquelles le pneu travaille. Un pneu poids lourd est beaucoup plus fortement sollicité. On a des gommes d'ailleurs qui font toujours appel à du latex, donc du caoutchouc naturel, Mhm. qui sont des gommes pas très bonnes en hystérèse, mais qui sont extrêmement résistantes dans des conditions de travail très sévères. C'est pour ça qu'on conserve ces gommes-là dans les pneus de poids lourds. Et on commence d'ailleurs à les réintroduire dans les pneus tourisme vis-à-vis de notre contrainte de matériaux durables, renouvelables. Rien de tel qu'un caoutchouc naturel pour effectivement participer au côté renouvelable et durable du pneu, si ce n'est qu'il faut arriver à traiter ce problème d'hystérèse que les Mhm. gommes naturelles voilà, développent un petit peu plus.
Alors, je vais passer à un autre sujet, mais qui est pas très loin, parce qu'on parle toujours d'efficience et on parle toujours un petit peu des dernières ou contraintes ou évolutions technologiques vis-à-vis des pneus. Il y en a un premier qui est en effet de dire, on est passé sur des véhicules électriques fort couple, Mmh. immédiat, et également sur le véhicule électrique, les modes de fonctionnement en freinage et en accélération sont différents. C'est-à-dire qu'en fait, on a comme tu le disais tout à l'heure dans le bilan énergétique, en effet, on a de la récupération d'énergie à la décélération. C'est-à-dire qu'on va solliciter également le pneu d'une manière plus régulière peut-être sur la partie des selles. Donc, et on rajoute là-dessus, en fait, une masse véhicule qui est supérieure à un véhicule thermique. Donc, on change énormément de paramètres sur le pneu électrique. Donc, ceci par rapport en effet, à toute cette calcul et toute cette conception, comment est-ce que ça rentre dans les paramétrages pour les véhicules électriques? Alors effectivement, il y a le pneu ne fonctionne plus tout à fait de la même façon. Donc, ce qui change d'une part, c'est la masse du véhicule, qui Mhm. augmente de 25 à 30 sur un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique de base. Ça, c'est réglé en fait en utilisant des pneus soit de taille, supérieure et dans ce cas-là, bah, finalement, on compense, la masse supplémentaire du véhicule par un pneu qui est plus gros, donc qui met en œuvre plus de gomme. Donc on pourrait dire, si on respecte uniquement ce ratio, il y a plus de gomme à user dans la proportion de la masse du véhicule, donc le pneu est à ISO durée de vie. Alors ça, c'est pas toujours possible pour différentes raisons, parce que le passage de roue, ne permet pas de mettre un pneu aussi gros qu'on le voudrait. Et donc, c'est pour ça que les véhicules électriques font davantage appel à des pneus qu'on appelle extra load, hein, qui sont conçus pour être davantage chargés, pour fonctionner à pression supérieure. Dans l'échelle finalement d'utiliser des pneus, vous avez les pneus normal load qui sont en général, qui développent leur charge nominale à des pressions de 2,5 bars, des pneus extra load voilà, sur lequel l'étendue de port de charge est étendue jusqu'à des pressions de 2,9 bars. Donc, l'augmentation de la capacité de charge est proportionnelle à l'augmentation de pression. Et puis au-delà, vous avez les pneus de camionnette hein, qui sont gonflés typiquement à 4,5 bars, les pneus de poids lourds qui sont gonflés à 8 bars et plus. Et puis le cas extrême, c'est les pneus d'avion hein, qui peuvent atteindre 20-25 bars. Euh, donc la capacité de charge est en grande partie proportionnelle à la pression que l'on met dans le pneu, avec quand même une limite, c'est que plus on augmente la pression, plus on contrarie le confort finalement, le toucher de Mhm. route, hein, puisque le pneu devient plus rigide. Et c'est pour ça qu'on est à l'origine d'une catégorie de pneus un peu spéciale qui va au-delà finalement du pneu extra load. Un pneu extra load est un pneu qui fonctionne à isoto de flèche par rapport à un pneu normal load en compensant finalement la charge par une pression supplémentaire. Sur les véhicules de compétition où on était déjà, enfin compétition ou hyper sportif on va dire, hein, où on avait déjà mangé, entre guillemets, finalement, le côté extra load des pneus, notamment sur des pneus taille basse, taille très basse, Mhm. qui sacrifient un petit peu le volume d'air hein, au profit de la sportivité du guidage du pneu. On avait déjà utilisé bah, tout le potentiel du pneu extra load, donc on a développé des pneus surfléchés hein, pour porter plus de charge. Si on a effectivement suffisamment de marge en endurance du pneu à forte charge et haute vitesse, et c'était notre cas, donc on s'est autorisé finalement à porter plus en faisant flécher le pneu un petit peu plus, donc en le déformant davantage, en s'assurant bien sûr que sa structure est capable de tenir ces niveaux de sollicitation plus élevés. Donc ça, c'est une nouvelle classe de pneus qui a été introduite sur le marché, essentiellement destinée à des pneus taille basse hypersportifs. Alors Alors justement, ensuite, on parle de taille basse et d'hypersportif, si je peux me permettre, et on dit l'extra load, donc on a un pneu où on va maximiser la surface à la route. Or, on parlait tout à l'heure, et donc il fait des pneus taille basse, etc. Mais on parlait tout à l'heure en fait d'une solution qui, en termes d'économie, est considérée comme étant intéressante, c'est le fameux tall on narrow. On n'est pas en train de dire le le fameux contraire, hein. Tolon Narrow. Oui. Alors le fameux Tolon Narrow, c'est un peu l'antagonisme d'un pneu large euh, enfin, large avec des flancs très, très, très Mhm. faibles. Là, ce qu'on cherche finalement, c'est à faire un pneu dimensionné au plus juste, mais donc si on augmente son diamètre,
Mhm. Alors l'intérêt d'augmenter son diamètre, c'est qu'on l'écrase moins. C'est-à-dire Oui. passer de la courbure qu'il a initialement à la courbure nulle qu'il a en épousant un profil de sol plan, on va réduire la déformation. Donc c'est une bonne recette. Ça fait des grandes roues, donc c'est favorable un petit peu au design du pneu. Vu qu'en général, un pneu plus grand a davantage de capacité de charge, ben, on va compenser ça en réduisant sa largeur pour le Mhm. maintenir à iso-capacité de charge, de manière à réduire également ben, la quantité de gomme qui travaille. Donc, en gros, le pneu est plus grand, il fait moins de cycles par kilomètre. Donc, ça contribue, on comprend bien, à réduire sa résistance au roulement. Et en réduisant sa largeur, on a également moins de gomme qui travaille, donc ça contribue également à réduire sa résistance au roulement. La contrepart, ça améliore également sa pénétration aérodynamique, hein, puisqu'on Oui. réduit sa section. La contrepartie de tout ça, c'est de maintenir des performances de guidage, puisque une bande de roulement plus étroite et plus longue va davantage fléchir sous sollicitation transversale, et donc c'est des pneus qui n'ont pas les mêmes qualités de guidage, donc qui peuvent être jugés comme satisfaisants pour une voiture qui n'a pas de prétention particulièrement sportive, une voiture économique, mais ce n'est pas le choix qu'on ferait pour un véhicule hypersportif. Au passage, on pourrait dire d'ailleurs que la fameuse 2 chevaux de la belle Mhm. époque, hein, Et oui, avait des pneus de 15 pouces déjà, et c'était finalement l'ancêtre des pneus Toland-Narrow. Donc absolument. déjà à l'époque, finalement, on avait réfléchi à l'efficience énergétique. Alors, peut-être sous une autre forme, on avait 30 chevaux pour faire avancer, 30 chevaux au maximum, hein, pour faire avancer un véhicule. Il fallait pas que les pneus soient trop résistants pour que ça roule bien, hein. Donc, on avait déjà pensé à cette époque à la résistance au roulement des pneus, donc, avec un autre objectif, en adoptant ces fameux pneus Toland-Narrow. Alors, justement, je rebondis sur une question qui vient de tomber. Donc, autrement dit, entre le parallèle entre la résistance au roulement avec la bande de roulement, donc là où intervient le CRR, et la largeur du pneu, est-ce qu'il y a en effet une espèce d'équation de compromis entre les deux au De niveau du boîte véhicule? dimensionnelle idéale. De boîte Peut-être, oui. dimensionnelle idéale, bah, en fait, tout dépend du compromis de performance que l'on veut donner aux pneus, essentiellement, je dirais essentiellement en sportivité, en vitesse limite. Alors, pourquoi a-t-on adopté sur les véhicules hypersportifs des flancs très courts? Il y a plusieurs raisons. Bon, Mmh. première raison, augmenter la taille de la roue a permis dans un premier temps d'augmenter la taille des freins, puisque les véhicules Oui. hyper sportifs de la fin des années 90, au fur et à mesure où on a mis des moteurs de plus en plus puissants, on s'est rendu compte qu'ils freinaient pas si bien que ça. Donc il a fallu augmenter la taille des roues pour mettre un système de freinage plus gros. Et puis les designers ont trouvé ça intéressant. Et donc, on essaie de généraliser un petit peu cette tendance, cette fois-ci pour des critères de look, en disant, tiens, bah oui, on va surfer un petit peu sur la vague. Alors, il y a également un autre intérêt à réduire la hauteur des flancs, c'est la vitesse maxi des pneus. Puisqu'au-delà d'une certaine vitesse, il y a ce qu'on appelle des ondes stationnaires, donc des vibrations qui vont apparaître sur les pneus, qui sont d'ailleurs à l'origine de la limitation de l'indice de vitesse des pneus. Et plus le flanc est court, moins il est susceptible de se mettre à vibrer à haute vitesse. Autrement dit, on décale la vitesse critique. Et donc, c'est l'autre argument qui nous a encouragé finalement à développer des pneus de faible hauteur pour des véhicules hypersportifs de manière à augmenter leur indice de vitesse. Alors ça, aujourd'hui, ça peut être éventuellement remis en cause puisque la plupart des véhicules électriques sont limités en vitesse, hein. Mmh. La plupart des véhicules n'ont pas de boîte de vitesse et leur vitesse maxi est limitée finalement par le régime moteur. Il y a même certains constructeurs actuellement qui sont revenus à des indices de vitesse T, donc vitesse maximum 180 km/h, qui est largement suffisante finalement euh, pour satisfaire aux exigences du véhicule électrique. Et effectivement, il pourrait être logique sur ces véhicules-là de dire, euh, outre, outre les exigences effectivement d'aspect du pneu, hein, dont les designers sont toujours friands, mais effectivement, on pourrait dire que, y compris sur des véhicules lourds
et même à caractère un petit peu sportif, dans la mesure où ils ne vont pas dépasser 200 km/h, on pourrait revenir finalement à des pneus un petit peu plus hauts. Qui dit pneu plus haut dit plus de volume d'air dans le pneu, dit bande de roulement qui a besoin d'être moins large en compensation pour porter la totalité de la charge, et donc faire des pneus un petit peu plus à section un petit peu plus ronde et un peu moins rectangulaire ou hyper plate qu'on a l'habitude de voir sur les véhicules hyper sportifs, qui étaient justifiés par des critères donc de comportement et de vitesse, mais aussi de vitesse, sachant que dans la plupart des cas, le critère vitesse tombe, est moins exigeant sur Mhm. les véhicules électriques. Et on a une remarque d'ailleurs tout à fait sensée en disant si on abaisse la vitesse et si on diminue la sportivité, finalement, si on met des pneus raisonnables et pas des pneus qui sont outranciers en termes de look et de spécification, c'est tout bénéfice pour la consommation. C'est absolument tout bénéfice pour la consommation, pour la CV en général, voilà. Bon. Reste que le design fait vendre. Ah, bon. Et donc là, il va falloir expliquer aux designers que effectivement, un pneu raisonnable et environnementalement responsable n'a pas forcément, c'est pas le pneu à taille ultra basse qui est le mieux adapté à ça. Bon, même si bien évidemment, on travaille également sur les pneus hyper sportifs pour faire descendre, baisser leur résistance au roulement, hein. Alors, j'ai des questions en effet sur les pneus de compétition, mais comme c'est un petit peu décalé par rapport à nos sujets et qu'il y a il y a d'autres questions, donc je reviendrai. Un sujet, je pense qu'on n'a pas complètement traité dans le sujet des véhicules électriques, c'est en effet le côté asymétrique du fonctionnement du pneu. Oui, oui, oui. Ça fait très longtemps qu'on connaît les pneus qui sont unidirectionnels, avec la Mhm. fameuse flèche sur le côté. Est-ce que justement toute cette partie d'usure et de fonctionnement différencié en accélération, décélération, etc., quel impact Et d'abord, un pneu unidirectionnel, pourquoi est-il unidirectionnel? Oui. Pourquoi c'est un problème de structure, de sculpture, de structure, Alors, peut-être pas de gomme, mais oui, oui. Alors, le côté directionnel, essentiellement introduit sur les pneus hiver pour obtenir un phénomène d'auto-affûtage des lamelles lorsque le pneu mhm, roule. Un pneu, grosso modo, lorsqu'il roule, euh, il va se mettre à plat et donc la route va imposer un certain profil de vitesse à la gomme, mais la gomme va être contrariée parce que la gomme du centre du pneu a toujours tendance à défiler un tout petit peu plus vite que la gomme du bord, hein. Donc, oh, lorsque le pneu s'écrase et qu'il roule, il y a des efforts antagonistes. On va dire que la gomme du centre a tendance à tirer le pneu vers l'avant, la gomme du bord a tendance plutôt à le freiner vers l'arrière, pour être de manière un petit peu imagée. Donc tout ça parce que le sommet du pneu, donc la ceinture qui relie la bande de roulement à la structure du pneu, on essaie de la faire la plus cylindrique possible, mais peut y avoir un intérêt pour que le pneu ait un bon comportement en virage, qu'il ne soit pas complètement cylindrique. Et donc, mhm, ce que je viens de décrire est une conséquence de ça. Les pneus poids lourds sont beaucoup plus cylindriques que les pneus tourisme, par exemple. Et donc, on profite du fait que la gomme a plutôt tendance à tirer le véhicule vers l'avant au centre, le tirer vers l'arrière sur les bords, pour introduire une inclinaison des lamelles qui va s'auto-affûter en profitant de ça. Donc en fait, on a une inclinaison des lamelles qui est dans un sens au centre de la bande de roulement et dans un autre sens sur les épaules, ce qui rend le pneu directionnel. Si on le monte à l'envers, les lamelles vont pas du tout travailler dans le sens de l'auto-affûtage. Voilà. d'accord. Et donc, compte tenu de ces explications, finalement, un pneu passant quand même la majorité de sa vie à rouler sous couple faible, on voit bien d'après mon explication que ce n'est pas le couple moteur ou freineur, qui est à l'origine de l'affûtage des lamelles. Et donc, en fait, et d'ailleurs, même sur un véhicule classique, sur un véhicule, par exemple, un véhicule de type traction, on monte les pneus avant et les pneus arrière dans le même sens. Oui. On ne monte pas les pneus arrière qui ne font que freiner à l'envers. mhm, Donc en fait, ça ne change pas grand-chose sur les véhicules électriques. Ce qui change par contre, c'est que le véhicule, au lieu de freiner des quatre roues, il va freiner seulement avec ses deux roues motrices. La mhm. majorité des véhicules électriques usuels, on va dire, sont à deux roues motrices. Et donc, notamment en phase de freinage et de récupération, les pneus vont être bien plus sollicités que dans le cas d'un véhicule finalement classique qui freine toujours de ses quatre roues
avec une adhérence qui est à peu près équilibrée entre les 4 pneus. Donc, c'est plus du tout le cas sur les véhicules électriques. Et ça, c'est vraiment à l'origine d'une usure beaucoup plus rapide. Si on prend un véhicule traction en plus, un véhicule traction, il y a thermique, hein, les pneus avant sont beaucoup plus chargés que les pneus arrière. C'est plus tout à fait le cas d'un véhicule électrique où la batterie étant au centre, la Mhm. répartition des masses n'est plus la même. Et donc, les roues motrices sont moins chargées que sur un véhicule traction en proportion. On passe le même couple, voire plus de couples, grâce à la facilité finalement d'un véhicule électrique, la très grande disponibilité et instantanée du couple sur un véhicule électrique. On a tendance à solliciter un petit peu plus des roues qui en proportion sont moins chargées. Et ça, plus que la masse du véhicule, c'est la distribution différente de masse et la distribution différente des couples en accélération et surtout en freinage, qui vont générer effectivement des glissements supplémentaires qui sont essentiellement responsables du fait que un véhicule électrique un petit peu sollicité, il use ses pneus beaucoup plus vite qu'un véhicule thermique équivalent. Donc, si on essaye vraiment en une phrase ou deux maximum de dire, voilà, ce qui caractérise un pneu de véhicule électrique par rapport à un ICE sur l'ensemble, c'est qu'en fait, on va avoir ce côté asymétrie du mode de fonctionnement. On travaille les gommes de manière différente, le coefficient de charge, donc les hauteurs de pneus, la forme du pneu. En fait, à peu près tous les paramètres changent pour un véhicule électrique. Voilà, il y a beaucoup de choses qui changent. Pour autant, on attend du pneu finalement les mêmes qualités de port de charge, de résistance au roulement, de guidage. Alors, la dimension du pneu n'est pas la même, hein, on l'adapte au véhicule électrique. C'est rare. Alors, on peut citer historiquement l'un des véhicules emblématiques, la Zoé, avait les mêmes pneus qu'une Clio thermique de base, hein, la même dimension de Mhm. pneus, si ce n'est qu'ils étaient extra load sur la Zoé, pas sur la Clio, Ah, hein, quand même pour oui. compenser, mais là, c'était la même dimension. Mais dans la majorité des cas aujourd'hui, lorsqu'on passe d'un véhicule thermique à un véhicule électrique équivalent, on n'est plus sur la même taille de pneus. Donc, il y a une majoration en général de la taille des pneus sur un véhicule électrique, ce qui peut changer également compte tenu d'une distribution des masses plus proche de 50-50. On se rapproche un peu de véhicules sportifs type BMW ou Mhm. Mercedes, les propulsions allemandes, qui, au-delà d'un certain niveau de puissance, adoptent des montes différenciées, donc des tailles différentes à l'avant et à l'arrière. Donc Mhm. on a un renforcement de cette tendance sur les véhicules électriques, du fait de cette distribution des masses beaucoup plus proche des 50-50. Voilà. Des pneus plus généreusement dimensionnés, euh, des pneus qu'on va essayer de travailler encore un petit peu plus, mais ça c'est un progrès continu, hein, c'est pas spécifique aux véhicules électriques, donc sur lesquels on va chercher à réduire la résistance au roulement. Ce qu'on dit au final, c'est finalement euh, toutes les propriétés du pneu utiles pour un véhicule thermique se retrouvent sur un véhicule électrique, même si les points de fonctionnement diffèrent un petit peu. Ce qui pourrait être justifié qu'on n'a pas fait, c'est développer finalement des pneus de qualité différente entre l'essieu moteur et l'essieu non moteur, parce que finalement, c'est ça la principale différence, hein. On spécialise encore plus le fonctionnement des essieux. Ça, c'est quelque chose que l'on fait depuis très longtemps sur des poids lourds, mais qu'on a renoncé finalement à faire sur un véhicule électrique parce que ça serait ingérable tout simplement, hein. L'optimisation ultime, ça serait ça. Ça serait développer des pneus qui n'ont pas les mêmes propriétés sur l'essieu moteur et sur l'essieu porteur. Ah oui. Voilà. Oui. On Voilà. le Et comprend sachant assez qu'il y a bien sur plus le. de différence sur un véhicule électrique que sur un véhicule thermique. Voilà. Ok, dû en effet à la meilleure répartition des masses C'est ça. sur le véhicule. C'est Ok. ça. Sur un véhicule thermique, le pneu le plus sollicité est aussi le plus chargé. Et Mm. finalement, ça se passe bien. C'est plus tout à fait vrai sur un véhicule électrique. Alors, je vais venir sur deux. On va changer un petit peu de la conception, mais on va y revenir. On va parler sur la partie test. Sur la partie test, en effet, on a vu les cylindres de test de l'ensemble. Euh, Comment est-ce que vous avez la possibilité, puisqu'on a eu au niveau des moteurs thermiques aussi le passage du banc à la vie réelle avec de WLTP à RDE, Oui. est-ce que vous avez l'équivalent de corrélation entre ce qui se passe sur du cylindre de mesure, donc du banc de roulement qui, j'ai compris, est complètement normé par rapport à Tout à fait, l'homologation du oui. pneu, Mhm.
Et donc, comment on sait si en real driving emissions, ça fonctionne? Alors, on On a sait également mesurer un le... Oui, véhicule, oui. on sait mesurer un véhicule sur route. Oui, oui. Alors, on sait mesurer un véhicule sur route, hein. Il y a différentes méthodes. La méthode de décélération, finalement, qui est utilisée aussi pour calibrer les, euh, enfin, identifier la résistance au roulement pneu sur route pour la reproduire sur les bancs de roulage est une des méthodes qui est couramment utilisée pour quantifier la résistance au roulement des pneus, hein, en conditions réelles, donc sur route réelle, avec un véhicule réel qui Mhm, sollicite ses pneus avec un certain niveau de dérive lié par exemple au réglage statique en pince ou en ouverture. Les mhm, pneus ont toujours un peu de carrossage sur mhm, ce qui n'est pas le cas d'un banc à rouleau, hein. Euh, et puis effectivement, sur un volant, il y a la contre-courbure dont on connaît exactement les effets qui est corrigée. Donc en fait, comment on passe de la mesure de résistance au roulement au banc à rouleau? Ben, en fait, il y a une méthode qui consiste effectivement à identifier les forces routes, hein, avec une partie aéro, une partie visqueuse, une partie qui est liée à la résistance au roulement du pneu, qui constitue une loi avec trois coefficients, hein, un coefficient constant en fonction de la vitesse qui est la résistance au roulement, un coefficient proportionnel à la vitesse qui est un coefficient visqueux, qui n'est pas très important d'ailleurs au passage, et puis un coefficient beaucoup plus important lié à l'aérodynamique, hein. Et donc on introduit sur un banc à rouleau cette loi route, euh, et sachant qu'on retire sur le banc à rouleau la loi pneu rouleau, hein, que l'on va également mhm. quantifier par une décélération du véhicule, puisque finalement, pour compenser finalement la différence qu'il y a entre un pneu qui tourne sur un volant de bande conso et la réalité du pneu qui roule sur une vraie route et sur un vrai véhicule. Voilà. Donc il y a toute cette procédure, hein, en fait. Alors je ne suis pas un spécialiste de la conso. Il y a des gens, j'imagine, qui Mhm. m'écoutent, qui sauraient en dire beaucoup plus que moi sur le sujet, mais c'est pour vous décrire en quelques mots la nature de cette compensation. Il y a effectivement des compensations, des corrélations qui sont faites pour reproduire sur banc à rouleau la réalité d'un véhicule qui roule sur route. Ok. J'ai des questions. On va essayer de faire vite parce qu'il nous reste juste 5 minutes. On a parlé de la corrélation entre l'usure du pneu et la consommation. On a bien compris qu'un pneu usé consommait en moins 6% de moins qu'un pneu neuf, si j'ai Alors bien. 6%, c'est l'effet, 6%, c'est plutôt en résistance au roulement l'effet de la pression, hein. Ah, pardon. Oui. 0,3 bar, c'est 6%. La variation de résistance au roulement liée à l'usure, c'est de l'ordre de 20% sur le coefficient de Oui, résistance c'est au ça. roulement. Donc c'est assez Alors, important, effectivement, oui. Alors, on a justement une question là-dessus qui est pas liée à l'économie, mais qui est également liée à la partie confort. Et quid du bruit? Un pneu neuf, ça fait plus de bruit ou moins de bruit qu'un pneu usé? Ah, bonne question. Alors là, j'avoue, Joker, je ne suis pas spécialiste de la question. Je sais qu'effectivement, on quantifie les pneus à l'état neuf, hein. Mhm. J'aurais tendance à faire une question un petit peu, une réponse un peu de Normand en disant ça dépend. Finalement, quand le pneu est neuf, la hauteur de sculpture est d'ordre 1 dans l'émission du bruit de Mhm. roulement. Et quand le pneu est usé, le revêtement routier, donc la compression de l'air dans ce qui reste de rugosité dans le revêtement routier, On passe à bascule. l'ordre 1. Qu'est-ce qui fait le plus de bruit? Je ne sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est que plus le pneu est large, plus il fait le bruit de roulement. Ça, c'est Mhm. évident. Parce que l'air a besoin voilà, il a plus de chemin à parcourir une fois qu'il est compressé, coincé entre le pneu et la bande de roulement pour sortir. Il monte plus en pression et voilà, il émet plus de bruit. Euh, Moi, j'aurais tendance à dire, ça fait pas le même bruit. Après, lequel est le plus intense, c'est Ok. difficile de répondre. Voilà. Ok, non mais t'es tout à fait preneur. Puisqu'on parlait de pression d'air, je garde en réserve pour la dernière ligne droite la question justement de la pression d'air ou de l'absence d'air dans le pneu. Mhm. Mais j'ai juste deux petites questions qui sont venues là sur en effet le côté. Il y a quelqu'un qui me dit je fais le marathon Shell, alors donc vaut mieux courir avec des pneus usés, c'est plus efficace.
Alors oui, en théorie oui, sachant que l'épaisseur de la bande de roulement sur un pneu Marathon Shell, elle ne doit pas dépasser 1 mm. Donc c'est un pneu qui est fait pour durer la durée de l'épreuve, c'est-à-dire quelques Ouais, kilomètres. Donc il n'y a c'était, pas, dans ce cas-là, effectivement, pas beaucoup de différence entre le pneu neuf et le pneu usé. ok. Autre question, le côté, il y en a d'autres qui arrivent, je vois. Et donc, il y a une autre question aussi, c'est que les gommes de compétition, d'après ce que j'ai compris, gommes de compétition, donc on est sur des plages d'utilisation qui sont extrêmement faibles, et en Sont fait, on a beaucoup des plus gommes qui étroites, sont... à plus haute Oui. température, voilà, sachant que plus euh, on rend la plage de fonctionnement en température étroite, plus on augmente le grip, hein. Hum, Ceci par des questions de hum, formulation de mélange, de ciblage de la longueur des chaînes moléculaires, où on va finalement cibler une performance extrême dans une plage de température un peu plus étroite. hum. C'est ce qui explique que bah voilà, quand il y a une voiture de sécurité qui intervient, bah, les pilotes font des zigzags pour essayer le plus possible de De maintenir monter le en pneu en température. température. Et c'est à tel point que s'ils descendent en dessous d'une certaine température, ils n'ont même plus le grip nécessaire pour les réchauffer. Ah oui, C'est d'accord. pour dire Hum. à quel point c'est critique, hein, et à quel point ça a été poussé très très loin, hein. Alors, il y avait une question aussi qui est assez intéressante, c'est en effet on voit bien, l'entrée par le côté compétition est intéressant, puisqu'en effet, je me doute que les ingénieurs sur les circuits de compétition doivent faire des choix de pneus extrêmement pointus. C'est-à-dire qu'en fait, la chaleur du pneu, c'est le profil du circuit et la température ambiante. On a les deux qui rentrent dedans pour trouver le bon point de Alors température, le mais profil du circuit, la température ambiante et les vitesses de passage, évidemment. les vitesses de Voilà. passage, oui. Et donc, Et puis la présence d'eau ou pas, hein, s'il pleut, et- c'est plus du tout les mêmes profils Ah de oui, ça température. Oui. refroidit un peu. Et donc, ce qui veut dire que c'est possible de dire quelles sont sur la température qu'obtient un pneu, est-ce qu'il y a une prépondérance entre la température extérieure ou le travail que fait le pneu sur la résultante, ou c'est les deux? Ah, et puis bon, derrière tout ça, il y a également tout un réglage entre le pneu et le véhicule. Bon, typiquement, on Mhm, met beaucoup de carrossage sur le pneu. Alors pourquoi on met beaucoup de carrossage sur les pneus de compétition? Parce que quand ils tournent, mhm. l'épaule extérieure est en surpression et donc va chauffer beaucoup plus. Et augmenter le carrossage va limiter finalement la surpression, donc l'usure et la température de l'épaule extérieure. Mais la contrepartie, c'est si on freine comme une brute en fin de ligne droite, si on met beaucoup de carrossage, il n'y a plus que l'épaule intérieure qui travaille et qui va surchauffer. Donc c'est pour illustrer en compétition finalement le réglage et le compromis qu'on a justement à nouveau sur les maîtrises de température. Le pneu finalement va être chaud bouillant sur l'épaule intérieure en fin de freinage, un petit peu refroidi sur l'épaule extérieure, il va être chaud bouillant sur l'épaule extérieure en sortie de virage, il aura un petit peu refroidi sur l'épaule intérieure. Et donc, via l'enchaînement des virages, du profil du circuit, du typage du véhicule, bon, c'est ce qui est à On a l'origine compris. de voilà, tous les gens qui optimisent les pneus pour les véhicules de compète. Allez, Antoine, la dernière question, celle qui fâche, le pneu sans air. Ah, le pneu Alors, sans air. il consomme, lui, puisqu'on parlait de CRR, etc. Donc là, on doit compenser l'absence d'air dans le pneu par une élasticité qui se fait au niveau directement de la carcasse. Mais quid de la bande de roulement et du CRR? Alors, la bande de roulement, pour maintenir les propriétés d'adhérence, notamment d'adhérence mouillée, elle n'a pas lieu de changer tant que ça, finalement. Mhm, Euh, alors la façon dont la gomme de la bande de roulement est tenue au reste du pneu est très différente puisque ce n'est plus un pneumatique, justement, c'est tenu autrement. Alors pourquoi on travaille ça? Parce que dans certains cas d'utilisation, bah, la pression peut être critique, hein. mhm. Imaginez par exemple un véhicule de secours ou un véhicule de sécurité qui crève avant d'arriver sur le lieu où il doit intervenir, bah, il ne sert à rien, donc ça peut être critique. Il y a beaucoup de livreurs aussi qui se plaignent, voilà, euh, qui montent des fois les trottoirs de manière un petit peu violente, qui aimeraient bien finalement avoir un pneu qui ne se dégrade pas dans ces conditions-là. Donc on sait qu'il y a un marché. Après, faire un pneu sans air aussi performant qu'un pneu gonflé, c'est l'ambition qu'on a. Effectivement, on imagine que c'est moins facile à obtenir, puisque l'air, c'est quand même un matériau qui est infiniment élastique, assez peu hystérétique. Bon, Mhm. et obtenir les mêmes propriétés d'un matériau déformable, c'est un petit peu compliqué, on y travaille. Il y a d'autres cas d'application. Bon, on travaille beaucoup sur les véhicules pour les futurs Jeep lunaires avec les Mhm. missions Artemis et autres.
sur la Lune, la température ambiante, si on peut qualifier une température ambiente en absence d'atmosphère, elle évolue quand même entre moins de 140 degrés et plus 180 degrés, hein, selon qu'on est en jour lunaire ou en nuit lunaire. Et effectivement, compte tenu de ces énormes plages de variation, même si là, on n'arriverait pas à tenir la pression, hein, évidemment. Donc, d'où Donc l'intérêt là, dans des il y cas a une d'application utilité, très particuliers mais sur de faire Terre, des pneus sans air. Et ouais. pour ça, effectivement, il faut travailler la structure du pneu, l'hystérèse des matériaux, donc des matériaux très faiblement hystérétiques pour tout ce qui est port de charge structurelle, avec des renforcements composites et avec des liaisons. En général, c'est pas de la gomme qui tient les câbles pour arriver effectivement à des propriétés qu'on vise à iso-résistance au roulement. Oui. Ok, work in progress sur le pneu sans air, toujours. Voilà. Ok, Antoine, il est 33, je vais être obligé d'interrompre. Un grand merci, encore une fois, toutes mes excuses. Donc, à ceux qui auraient pu nous rejoindre en route, donc je vais répéter ce que je n'ai pas dit au début, qui est de dire qu'on se retrouve pour le mois de mars avec le cycle de conférences justement sur l'énergétique que nous faisons au CNAM, et nous aurons le plaisir de vous accueillir en présentiel, puisque ce seront, et toujours en distanciel, puisque ce seront des conférences qui seront faites en hybride. Donc ce sera un plaisir. Et pour le cycle énergétique, la prochaine fois, on parlera d'architecture véhicule, et on finira avec le petit terme qui est en tête d'équation, qui est ce nu en dessous du 1, c'est le coefficient inverse, qui est celui de l'efficience de la chaîne de transmission. Et là, on vous parlera de lubrifiant et de savoir comment l'évolution des véhicules amène également une évolution sur des lubrifiants. Merci énormément, Antoine. C'est toujours un immense plaisir de t'avoir dans ces conférences, et c'est véritablement le niveau de technique et scientifique que nous adorons à la SIA. Tu es toujours le bienvenu. Un immense merci à toi. Eh ben, merci Frédéric, merci à toutes et à tous de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée.